Alors, il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix, et elle se dit, ma foi, c'est la première et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix, car les gens de Foix n'aiment pas le foie. Alors, on peut imaginer sans peine que cette marchande de foie, cette vendeuse de foie, devait être bien en colère pour cette occasion perdue. Et de toute la palette des émotions, la colère est celle qui est certainement la plus dépréciée, la plus critiquée, mais aussi la plus incomprise. De toutes les émotions, la colère est certainement peut-être la plus difficile à réguler. Diapositive suivante. On voit bien que l'émotion, c'est la vie, c'est le sel, le levain de notre existence. Et je vais juste préciser que j'ai vraiment besoin d'un autre pour éprouver des émotions. Puisqu'on le sait en termes d'attachement, que tous les enfants abandonnés ou en isolement sensoriel ont fini par devenir indifférents, des indifférents affectifs. Et dans ce cas-là, notre vie n'a plus de sens. L'enfant, il erre, être debout ou couché, mort ou vivant, c'est pareil. Pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, il est devenu un épouvantail. Effectivement, pour dire que s'il n'y a pas un autre, je ne peux pas éprouver d'émotion. Et s'il n'y a pas d'autre, je n'apprends pas à gouverner non plus mes émotions par les rituels d'interaction, les jeux, les tours de parole. Et ensuite, eh bien, il y aura des conséquences, bien sûr, très négatives. Suivante. Alors, vous voyez ces émotions primaires que chacun connaît. Ces émotions primaires, on peut en discuter le fondement, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait un peu aujourd'hui, parce que les émotions existaient bien avant qu'on puisse les nommer, mais le grand neurobiologiste estonien Jaak Panksepp soutenait déjà qu'il existe ce qu'on pourrait dire aujourd'hui comme des émotions fonctionnelles de base qui sont conservées à travers les espèces et qui ont certainement une fonction, on pourrait dire darwinienne, de survie. Et puis on voit ici, là j'ai indiqué un petit volcan parce que la colère est vraiment un volcan qui sert à repousser une menace ou simplement l'empêcher d'entrer. C'est pour faire respecter son identité, imposer un équilibre dans la relation. Le problème, c'est que si je réprime ma colère, je me fais mal pour ne pas blesser l'autre. Et si, en revanche, je ne la réprime pas, je fais du mal à l'autre pour me protéger. Donc, les émotions, comme je l'ai indiqué en haut à droite, il n'y a pas d'émotions négatives. Je pense que c'est une erreur anthropologique de considérer ou de dire qu'il y a des émotions négatives. Si vous avez, par exemple, dans votre voiture un voyant d'huile qui s'allume, la comparaison est un peu triviale, mais vous n'allez pas dire que le signal est négatif. Au contraire, il vous informe que quelque chose ne va pas, et donc vous allez voir votre garagiste. Par contre, nous, on a tendance, spontanément, peut-être, à ne pas vouloir voir ce qui se passe derrière une émotion pénible ou désagréable. L'émotion est toujours un signal donné au corps et au sujet pour dire que quelque chose ne va pas. C'est la personne qui recherche à ce moment-là une zone ressource en elle, une expérience de vie pour se réassocier dans son corps. C'est uniquement à partir du moment où on s'éloigne de ces zones de vie que l'on ressent l'émotion, et les neurosciences ne disent pas autre chose aujourd'hui. L'émotion est là pour nous préparer à l'action et retrouver l'expérience de vie qui est derrière. Autant dire tout de suite que l'émotion n'est pas aussi opposée à la raison qu'on a bien voulu le dire. Diapositive suivante. Et puis, je m'étais posé la question en préparant un peu ce petit topo. L'émotion est-elle aussi universelle, qu'on veut bien le dire? Là aussi, dans beaucoup d'ouvrages, on dit que c'est une émotion universelle. Mais pas tant que ça. Il y a une sorte de culture, je dirais, de la colère. Par exemple, un peuple inuit d'Esquimaux, les Utkas, n'ont pas de mots pour qualifier la colère et apparemment, ils ne la ressentent pas. Et d'ailleurs, une anthropologue américaine, Jan Gibbs, en a fait l'expérience puisqu'elle avait été témoin d'une injustice flagrante. Les touristes avaient endommagé par mégarde un canoë, réclamant un autre canoë auprès des Esquimaux. Et donc, elle s'est mise en colère après les touristes. Et à ce moment-là, le peuple inuit, les Utkas, eux-mêmes n'ont pas compris du tout la réaction de Jan Gibbs, et même on lui ont demandé de partir parce qu'ils trouvaient cette réaction anormale et menaçante pour la cohérence du groupe. Et ça, on le retrouve, vous voyez, avec les Abrons de Côte d'Ivoire, les Boshiman du désert de Kalahari, etc. Mais aussi, regardons un peu ce qu'a écrit Fritz Horn dans Mars. Horn, c'est le nom allemand de la colère. Fritz Horn, c'est son nom de plume. Eh bien, Fritz Horn dit à un moment, dans son livre, justement, qu'il a eu une enfance où il n'a nullement éprouvé ni d'agressivité ni de colère, car il le dit avec une phrase devenue célèbre, « J'ai été éduqué à mort ».
Alors bien sûr, on peut parler, mais j'imagine que ça va être dit dans d'autres exposés, on peut parler des fonctions ou de la fonction des émotions qui est à la fois une source d'information. L'émotion est toujours porteuse d'un message pour expliquer ou rendre compte de la réalisation ou non des objectifs et la satisfaction des besoins. C'est aussi un facilitateur de l'action. Faciliter l'individu face à l'environnement. Et la colère, par exemple, encourage l'individu à lutter simplement pour se défendre. Et l'émotion est alors une solution biologique au même titre que la respiration. C'est aussi un support à la décision. Par exemple, plus une option est risquée, eh bien, plus on va activer notre système orthosympathique et notre système de défense, et on va avoir augmentation du rythme cardiaque, les mains moites, etc. Mais c'est quand même pas la même chose si je dois sauter d'un pont ou rester au bord, ou si, à l'inverse, j'hésite à aller faire une balade dans la nature ou aller au cinéma. À chaque fois qu'il y a une dimension risquée, eh bien, il y a une mise en mouvement de tout le système orthosympathique. Et je me rappelle de cette phrase du président Barack Obama qui disait « Je m'en étrangle de colère ». Donc, c'est aussi un outil indispensable à l'adaptation. Suivante. Alors, ceci n'est pas de la colère. C'est pas de la colère parce que on a quand même tendance parfois à confondre la colère avec la violence ou l'agressivité. Non, elle peut déboucher sur l'agressivité. L'antagonisme, c'est une forme d'envahissement pour imposer notre point de vue, la violence pour défoncer les obstacles, la révolte parce que je considère que c'est une injustice, et la rage qui est une manifestation d'impuissance qui montre que l'autre a gagné. Rappelons-nous ce que disait Épictète, lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Autrement dit, ce ne sont pas tant les événements que la façon dont nous les interprétons qui est important. Suivante. Donc, on a ensuite les étapes de l'émotion, et là, on peut faire dérouler. Dans les étapes de l'émotion, eh bien, il y a tout d'abord la perception sensorielle de l'événement. Au fond, l'émotion, quelle qu'elle soit, la colère, entre autres, elle passe déjà par le corps, par la proprioception, la sensation corporelle, le fait d'être, par exemple, bousculé dans la rue, va générer des réactions de défense. On peut être dans la lutte, la fuite ou le repli. Il est question, bien sûr, de retrouver au plus vite, d'une certaine manière, l'équilibre. Et on voit bien que l'essentiel du processus est d'abord inconscient. Suivante. J'aimais bien cette formulation, qui était une formulation ancienne. On rit par la rate, on se courrouce par le fiel et on aime par le foie. Vous voyez qu'on connaît les colères du capitaine Haddock. Eh bien, cette notion de foi et de colère, c'est toute une histoire, d'une certaine manière, puisque d'une certaine façon, le foie était au départ considéré comme l'organe de l'amour, mais de l'amour filial. Le cœur, on disait, c'était l'amour intelligent. Et le fiel, bien sûr, l'agressivité. L'agressivité, l'amertume, et on connaît tous les colères épiques de Zeus, ou on connaît les colères de Dieu dans la Bible, ou encore les saintes colères de Jésus dans le Nouveau Testament. Et suivante, la colère, eh bien, son nom vient du grec kólé, qui veut dire bile, et on disait dans le temps, enfin les anciens pensaient, et la médecine chinoise aussi, qu'on décharge sa bile par échauffement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la bile représentait un des mécanismes du foie dans ses fonctions, ses grandes fonctions métaboliques. Il faut savoir quand même, et ce n'est pas inintéressant de le rappeler, c'est que le foie a une température de 40 degrés. Donc on peut comprendre qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait effectivement un échauffement de la bile. Et cette bile, elle a des avantages, elle favorise la lutte énergétique, elle réduit la réflexion sur la diversité des réactions possibles, mais l'inconvénient, qui a été bien sûr largement critiqué, c'est le court-circuitage de la pensée au profit de l'action. Et la colère, elle nous amène souvent ici, au point qu'Horace parlait à ce moment-là de brève folie. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que le foie a une particularité que j'ai découvert d'ailleurs récemment, c'est qu'il est capable d'automassage. C'est-à-dire que le foie, un peu comme dans une machine à laver, si j'ose dire, il a des phénomènes de rotation à peu près avec des cycles de 2 minutes et une amplitude de 2 cm. Donc régulièrement, le foie s'automasse et on peut comprendre que là où les organes et les viscères sont un peu grossis, justement, ben, le foie n'a plus cette capacité. Alors, dans ce fer de la bile, la vésicule biliaire est un petit réservoir en forme de poire. Et si, à l'époque, chez les anciens ou en médecine chinoise,
On dit finalement que le foie, c'est presque l'organe un peu du désir intérieur et la vésicule biliaire va être l'expression de ce désir. Mais parfois, ça ne se passe pas bien et comme on dit, on se fait de la bile ou on fait des mauvais calculs. Rappelons-nous que calculus en latin, ça veut dire petite pierre, ça veut dire aussi compter. Et il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont fait le lien entre, par exemple, des problèmes d'héritage dans une famille et le développement des lithiases vésiculaires. Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement scientifique. On se dit quand même potentiellement qu'il y a là, dans le mécanisme de la fabrication de la lithiase, c'est-à-dire de ces calculs ou de ces mauvais calculs, quelque chose qui est lié au fait qu'il y ait une répression de la colère, en effet. Donc, là encore, c'est pour dire que souvent on parle de la gestion des émotions. Voilà encore un terme que je n'aime pas, parce que, à l'évidence, c'est l'émotion qui nous gère plus que nous la gérons. Et je voudrais même ajouter, gérer, non, mais digérer, oui. C'est-à-dire comment on va digérer ça. Il faut se rappeler, et là c'est de la physiologie, que le foie est une formidable usine de synthèse, d'épuration, de détoxification, qui silencieusement, jour et nuit, travaille. C'est une sorte de grossiste répartiteur métabolique en particulier, et qui va jouer effectivement dans énormément de fonctions, dont la détoxification, mais aussi dans la réaction immunitaire. Et peut-être que ça joue beaucoup, par exemple, dans des colères qui n'ont pas pu être exprimées. Alors, Serge Tisseron, suivante, nous met en garde. Il nous met en garde, attention, est-ce que ces émotions sont les nôtres? Et on a quand même tendance naturellement à penser que quand on éprouve telle et telle colère, que d'abord on l'éprouve au niveau du corps comme une sensation, qu'on la décode comme une colère, et dont on sait que la colère a des réponses très rapides. Eh bien, il y a trois idées vraies que développe Serge Tisseron, et je dois dire que je souscris à cette hypothèse-là, parce que je m'en suis aperçu à la fois à titre personnel et chez mes patients. Premièrement, nos émotions ne sont pas aussi spontanées que ça. Pour construire une vie émotionnelle, l'enfant va intérioriser les émotions de son entourage. Mais en les intériorisant, en faisant quelque part un peu l'éponge, eh bien, ça peut être, comme dit Serge Tisseron, des émotions prescrites. C'est-à-dire qu'une émotion peut également en cacher une autre, ça nous le savons, certaines servent de masque à ce que nous éprouvons, mais elles doivent être décodées. C'est-à-dire, parfois invivables et répétitives, elles peuvent révéler l'existence d'un secret de famille inavouable. Alors comment on peut faire la distinction entre une émotion qui est vraiment personnelle et une émotion qui serait comme ça prescrite? Eh bien, c'est le côté parfois inexplicable des crises de larmes irrépressibles, des colères irrépressibles. Et là, parfois, il suffit de poser la question, mais madame, monsieur, est-ce que vous êtes sûr que cette émotion vous appartient? Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, dans votre histoire, si quelqu'un avait comme ça des colères irrépressibles? Et mon père, à la suite de la guerre, avait par moments, à la suite des bombardements, des moments de colère et de réaction vive que j'ai dû personnellement prendre avec moi, et il m'arrivait dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire un bruit, quelque chose d'inhabituel, d'avoir des réactions émotionnelles vives. Et j'ai compris, grâce à Serge Tisseron, qu'à ce moment-là, ce n'était pas une émotion aussi personnelle que ça, mais qu'elle était en partie prescrite. Donc le but, c'est bien, diapositive suivante, l'autonomie relationnelle. Le but d'un travail sur les émotions, d'une régulation émotionnelle, qui est encore une fois très lié à nos attachements, notre qualité d'attachement, est-il sécure, est-il insécure? Eh bien, on a effectivement, diapositive suivante, la recherche d'atteindre de nos buts, de rechercher le bien-être, de structurer la communication pour être dans cette autonomie relationnelle. Et la soi-disant ou le soi-disant contrôle des émotions est un peu une gageure, car comme le dit très bien le proverbe, on ne peut pas mettre le vent en cage. Ou, comme le dit Paul Valéry, l'esprit règne, mais ne gouverne pas. Moi, personnellement, je dis souvent à mes patients, ni défoulement, ni refoulement. Par contre, savoir accueillir l'émotion pour justement apprendre à la digérer. Alors voilà, les compétences émotionnelles dont nous allons avoir besoin, c'est d'identifier, de comprendre, d'exprimer et d'utiliser avec cette régulation ses propres émotions et celles d'autrui. Bien évidemment, il faut nous maintenir en relation. Parce que quand je parlais d'autonomie relationnelle, par exemple, si je suis
en relation mais pas autonome. Je risque la maltraitance. Exemple, un enfant n'est pas autonome, un petit enfant n'est pas autonome, il peut risquer la maltraitance parentale. À l'inverse, si je suis autonome, mais pas en relation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis dans le paysage de l'abandon, ce qui est encore pire. Donc, on a différentes formes de régulation émotionnelle. Soit on peut partir d'une action automatique, rapide, inconsciente, c'est-à-dire que là, on joue sur la notion d'antécédent, et on se désengage des stimuli, soit au contraire, on va aller vers une action plutôt volontaire, lente et consciente, mais qui va supposer qu'on y mette un effort. Donc, deux types de régulation, soit centré sur l'antécédent, soit centré sur la réponse. Diapositive suivante. Personnellement, je pense qu'en dehors de l'accueil, pour apprivoiser ces émotions, de l'accueil des émotions, la bonne stratégie, c'est de ritualiser ses colères. Et on a appris le langage, on a appris peut-être l'empathie, on a développé son empathie. Eh bien, on apprend à travers tout ça, justement, à ritualiser sa colère. J'ai mis ça, l'histoire des tongs, c'était assez amusant, mais en même temps, en médecine chinoise, la zone F2 correspond au foie entre le gros orteil et l'index. Et si on stimule cette zone-là, comme on le fait en marchant avec des tongs, eh bien, d'une certaine manière, on diminue un peu sa colère. Diapositive suivante. Eh bien, la question, c'est effectivement comment changer. Et vous voyez sur cette image un peu humoristique, qui veut le changement? Tout le monde. Qui est prêt à changer? Personne. Et je me rappelle du sketch de Muriel Robin en tant que coiffeuse. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Grosso modo, on veut tout changer, mais à condition que rien ne change. Et cette phrase m'a été donnée très exactement celle-ci par une patiente un jour, et je dois dire que c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que le changement de comportement a plus de chances de se produire et de se maintenir s'il est conceptualisé, comme le dit Jacques Van Rieler, comme une libération, c'est-à-dire des réactions néfastes, que comme une obligation. D'ailleurs, plus c'est une obligation, plus on résiste effectivement à changer. Alors, diapositive suivante, comment conduire la colère? Là, ça mériterait un long développement et tout à fait une autre dynamique, mais j'imagine que ce sera repris dans d'autres exposés sur la colère. Eh bien, accueillir l'émotion, c'est certainement la chose la plus importante, l'identifier, l'observer, l'analyser. Donc, ça demande un travail. Il y a un travail d'observation et je crois que on retrouve ça un peu chez les bouddhistes, mais je trouve ça très intelligent. C'est jamais répondre immédiatement, jamais réagir tout de suite, mais pas non plus au-delà de 24 heures. Donc, on prend un temps d'observation, d'analyse, on développe le réflexe résolution de problèmes. Là, il y a des tas d'aspects psychothérapiques qui sont tout à fait intéressants. Ce qui est très efficace, c'est de gérer l'activation physiologique par ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et David O'Hare préfère aujourd'hui parler d'ailleurs de respiration guidée, parce que stimuler le parasympathique là où dans la colère le système orthosympathique est trop excité, eh bien le fait d'augmenter le temps expiratoire va générer une stimulation du vague et va nous permettre d'avoir un meilleur pilote pour ce dialogue intérieur. Il faudra également développer les compétences sociales. On peut parler de l'assertivité, de la communication non violente. On pourrait parler aussi de l'EFT, mais j'en ai pas d'expérience. Par contre, la méditation en pleine présence, sûrement. Mais là aussi, il faut bien comprendre que ce n'est pas magique. Il faut quand même une pratique régulière, si on veut espérer une efficacité. Diapositive suivante. Eh bien voilà, merci de votre attention. Soyez en pleine présence pour la bonne mise en pratique de la régulation émotionnelle, terme que je préfère et de loin à gestion des émotions ou à contrôle émotionnel. Merci.